J'attache une grande importance à ce que l'accueil soit l'occasion d'aider les gens à s'en sortir. Les besoins sont très différents selon qu'il s'agit d'un jeune qui vient de tomber dans la rue par accident, d'un travailleur pauvre, d'une personne ayant derrière elle un long parcours d'errance ou d'un étranger qui a besoin d'une aide d'urgence humanitaire. Alors je sais bien qu'au-delà du travail, du logement, il existe bien d'autres facteurs de vulnérabilité, ou parfois l'exclusion qui peuvent être liés à la santé, aux difficultés de se déplacer, de faire garder ses enfants, d'avoir accès aux services bancaires, ou tout simplement de sortir du surendettement. Dans tous ces domaines, nous allons avoir le souci constant de la lutte contre les causes de la pauvreté. Enfin, la fraternité, pour moi, c'est l'égalité des chances. Ce n'est pas donner la même chose à tout le monde. C'est donner plus à ceux qui ont moins. La République le fait pour les élèves méritants dont les parents n'ont pas les moyens de payer les études. Elle le fait pour les handicapés. Pour que l'égalité des chances devienne une réalité et qu'elle ne soit plus une affirmation sans cesse démentie, nous allons concentrer les moyens sur ceux qui en ont le plus besoin. S'il y a des inégalités devant la santé, ce n'est pas parce que je vais demander aux Français de payer quelques euros de plus par an, c'est parce que la politique de santé, comme beaucoup d'autres politiques publiques, reste sourde et aveugle aux différences de besoins entre les individus. L'égalité dans l'accès au remboursement de l'assurance maladie n'empêche pas qu'un cadre a aujourd'hui une espérance de vie de 7 ans supérieure à celle d'un ouvrier, ou que les enfants scolarisés en ZEP ont 2 fois plus de problèmes de santé qui restent souvent sans soins que les autres enfants. Réveillons-nous, là encore. Et c'est parce que précisément je refuse d'aller vers un système de soins de vitesse que je veux tourner le dos à l'égalitarisme en offrant aux plus fragiles une aide à l'acquisition de la couverture complémentaire plus généreuse et étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 France, celle qui a tout, qui a accès aux services publics, à la culture, à la santé, à la sécurité, et celle qui n'a rien, celle des territoires que la République a abandonnés. Il faut faire davantage pour l'insertion des jeunes qui vivent dans les bassins industriels sinistrés. Il faut faire plus pour ceux qui vivent dans des zones rurales désertifiées, plus pour ceux qui, faute d'accès à un moyen de transport, sont assignés à rester dans leur village où ils ne trouvent pas d'emploi. Nous devons désormais nous tourner davantage vers la ville et vers les banlieues. Dans certains quartiers, il y a des jeunes qui sont minés par le sentiment d'être les oubliés de notre contrat social, qui sont humiliés par l'absence d'avenir professionnel, au point parfois de refuser l'échange avec ceux qui viennent pourtant les aider. Rester sans réaction devant cet échec, ce serait accepter le prix de l'inégalité, de l'injustice, du ressentiment, qui sera toujours le plus grand pour les habitants des quartiers en difficulté. Je veux donc mettre en place un véritable plan d'action, car il ne saurait y avoir de respect de la part de nos concitoyens sans combat pour l'égalité des chances, car nous ne pouvons proposer décemment nos valeurs en partage que si elles s'inscrivent dans la réalité et pas simplement dans la fiction. Et l'insertion professionnelle des jeunes qui vivent dans les quartiers sera pour moi une priorité. C'est bien beau de refaire les immeubles. Mais si ceux qui habitent ne leur proposent pas une formation et un emploi, dans quelques années, il faudra à nouveau refaire les immeubles. Et on n'aura rien fait. Ce que je veux, c'est que l'État reprenne toute sa place pour que la réussite sur tous les territoires dépende de l'école républicaine, de la sécurité dans le quartier, de l'effort personnel, pas de la communauté. Cela suppose un devoir de vérité. Alors qui ne voit aujourd'hui? La réussite en France repose de moins en moins sur l'école républicaine et de plus en plus sur l'appartenance à de bons réseaux. Qui ne voit que ce sont les enfants d'enseignants ou de cadres supérieurs qui vont dans les meilleurs collèges, en classe préparatoire, puis dans nos grandes écoles, pas les autres. Pendant ce temps, 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification. C'est à mes yeux une injustice profonde quand un enfant est dirigé vers une formation inférieure à ses potentialités. C'est une injustice profonde quand, dès le cours préparatoire, les enfants de familles pauvres redoublent 2 fois plus que les autres. La panne de l'ascenseur social, c'est là qu'elle se trouve. C'est donc là qu'il faut supprimer les clivages invisibles de la société française. C'est la raison pour laquelle j'ai assoupli la carte scolaire pour que chaque parent puisse choisir l'école de son enfant en fonction non pas de la réputation de l'établissement, mais des qualités ou des difficultés de son enfant. Le meilleur établissement, je vais vous le dire, je le connais, c'est l'établissement où son enfant est heureux et où, parce qu'il est heureux, il peut réussir. C'est également pour restaurer l'égalité des chances que je viens d'instaurer dans les collèges les plus en difficulté un accompagnement éducatif pour les orphelins de 16 heures. Car prendre en charge les enfants dont les parents travaillent,
c'est éviter qu'ils soient livrés à eux-mêmes, c'est leur offrir la chance d'être encadrés pour faire leurs devoirs. C'est toujours pour la même raison que nous allons changer la pratique de ces lycées qui n'envoient jamais un dossier d'élèves en classe préparatoire. Il y a 50% des lycées français qui ne déposent jamais un seul dossier en classe préparatoire. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'aucun de leurs enfants n'est digne d'intégrer l'élite universitaire française. Ces mesures ne sont qu'une première étape pour que les enfants pauvres qui partent dans la vie avec plus de handicap que les autres soient davantage aidés et que grâce à l'éducation, ils puissent avoir l'espoir réel de changer de condition. La majorité des enfants sont pauvres parce que leurs parents le sont. Les enfants pauvres deviennent à leur tour des adultes pauvres. Pour éviter aux enfants la souffrance liée à la pauvreté, pour mettre fin à l'hérédité de la misère, je veux mobiliser toute la société. Alors cette journée, Monsieur le Président, fait apparaître le lien universel et fraternel qui relie le refus que la misère suscite sur tous les continents. Notre pays a fait, par son histoire, a fait de ce refus une révolte. Notre République s'est construite grâce à lui. Notre République en garde la mémoire vive qui forge sa détermination. Je veux que la France ne cesse jamais d'être fidèle à cette promesse de civilisation, à ce besoin de fraternité qui sont dans sa pensée depuis le premier jour. Je veux que la France continue de porter non seulement en elle-même, mais aussi en dehors cet élan du cœur, cet idéal de civilisation, ce rêve d'universalité qui nous rassemble. Je ferai donc de la lutte contre la pauvreté l'un des thèmes portés par la France lorsqu'elle assumera la présidence de l'Union européenne à partir du mois de juillet 2008, et je poserai la question des surplus alimentaires, qui est une question essentielle pour un certain nombre d'associations. Et je dirais d'ailleurs combien il est stupide de vouloir démanteler une politique agricole commune dans un monde où il y a 900 millions de personnes qui meurent de faim. J'aime passionnément la France et je suis très conscient des devoirs que j'ai envers elle. Le premier d'entre eux est de ne pas décevoir. C'est une responsabilité qui pèse sur mes épaules. Je ferai le mieux possible pour tous nos compatriotes, et notamment les plus pauvres. Rien ni personne ne m'arrêtera, parce que ce combat, c'est un juste combat. Je vous remercie.